La guerre commerciale engagée par les États-Unis avec ses principaux partenaires commerciaux ne relancera pas à la hausse le taux d'inflation US. Conviction forte et argumentation dans cette nouvelle édition du Top Gun. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. J'étais impatient de vous retrouver. Nous sommes le lundi 10 février 2025. La guerre commerciale. La nouvelle lubie de la haute finance. La nouvelle raison de créer du stress et de la volatilité sur les actifs risqués. Et vous avez pu lire ci et là qu'il y avait un risque de seconde vague d'inflation. Mamma mia. Il n'y a aucun risque de seconde vague d'inflation. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un risque de rebond du taux d'inflation. Mais même le rebond du taux d'inflation, je vais argumenter contre. Alors, chers amis, j'ai voulu, comme d'habitude, procéder de manière construite, argumentée, rationnelle et organisée. Plusieurs parties. Mais simplement, prenons un exemple. Alors, la guerre commerciale, le risque d'envolée du prix de l'énergie, la négociation qui est en cours maintenant avec le Canada, oui, effectivement, prenons cet exemple. Alors, je commence par un exemple. Oui, c'est vrai, effectivement, le pétrole canadien travaillé par 23% des raffineries américaines et effectivement, en cas de droit de douane, il peut à la fin avoir une augmentation à la pompe pour une grande partie des Américains. Ça, c'est ce que vous avez lu. Mais est-ce que vous savez aussi que dans le programme de l'administration Trump, dans ce qui est mis en place, dans les décrets qui ont été signés, les États-Unis envisagent d'augmenter de 3 millions de barils par jour leur production de pétrole, qui est déjà sur un nouveau record historique, atteindre 28 millions de barils jour, une offre archi-abondante qui ne fera plus que compenser une éventuelle guerre commerciale avec le Canada sur l'énergie. L'inflation sous-jacente, qu'est-ce que regardent les banques centrales? Que regarde la Réserve fédérale des États-Unis? Elle regarde l'inflation sous-jacente. Core inflation. La grande majorité des composantes de l'inflation sous-jacente n'est absolument pas concernée de manière directe, ni même de manière indirecte ou de très très loin par cette guerre commerciale. N'oubliez pas que dans les taux d'inflation, notamment le CPI, l'inflation CPI qui est mise à jour cette semaine, pourquoi je retraite de ce sujet de l'inflation? Parce que souvenez-vous de ma présentation il y a quelques semaines où je vous ai dit que les bonnes nouvelles arrivaient sur l'inflation à partir des chiffres de février. Et vous allez voir que non seulement le taux d'inflation va baisser en février, mais il baissera en mars et il baissera en avril. Tous mes indicateurs avancés de l'inflation, tous les indicateurs temps réel de l'inflation, et pas un simple article qui vous dit guerre commerciale, seconde vague d'inflation, tous les indicateurs avancés nous disent que l'inflation repart au sud. Cette semaine, elle sera peut-être stable ou légèrement en baisse, parce que c'est le CPI, mais vous allez voir qu'à la fin du mois, l'inflation PCE est attendue en forte baisse. Et encore plus pour le chiffre qui sera publié en mars. Rappelez-vous le décalage, le chiffre là de février concerne janvier, les chiffres de mars concernent février, etc. etc. Alors oui, il ne faut quand même pas nier cette histoire de guerre commerciale, si elle devenait une réalité, non, parce que là, pour l'instant, il y a bien sûr des menaces, il y a aussi des discussions, des négociations permanentes pour obtenir un accord commercial. Et qui dit accord commercial dit trêve, en tout cas dans la guerre commerciale, voire accord de paix commerciale. Bon, dans ce cas de figure, la question ne se pose même plus. Mais imaginons, jouons le scénario négatif. Guerre commerciale à outrance. Guerre commerciale à outrance. Eh bien là, quand bien même l'argumentation en faveur d'une seconde vague d'inflation serait difficile. Alors oui, probablement que ça bloquerait la désinflation. Mais de là à envisager une seconde vague d'inflation. Vous savez ce que c'est une vague d'inflation? Reprenez les graphiques de la vague d'inflation inflationniste de 2021-2022. C'est strictement impossible. Il ne faut jamais dire impossible. Il y a toujours un fait exceptionnel. Ok, très bien. Mais dans le cadre de la guerre commerciale,
C'est archi peu probable. Prenons l'exemple aussi du premier mandat de Donald Trump. La guerre commerciale avait été une réalité. Sur ce premier mandat de Donald Trump, le taux d'inflation, il a baissé. Tout doucement, il baissait. L'inflation des services, aucune hausse. Eh bien oui, parce que dans la guerre commerciale, les services ne sont absolument pas concernés, du moins pas directement. Certains le seront indirectement, mais ils pèsent rien du tout dans le calcul des taux d'inflation. Et il ne faut pas oublier ça. Le PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, immobilier et santé, c'est 45% du calcul. Immobilier et santé, rien à faire de la guerre commerciale. Dans le CPI, l'immobilier, c'est 35%. Tous les indicateurs avancés de l'inflation, même ici temps réel, nous disent qu'il n'y a plus d'inflation immobilière. Le taux d'inflation même des nouveaux loyers est négatif. Donc, ne parlez pas de seconde vague d'inflation. Si le taux d'inflation immobilier actuellement en temps réel est négatif, où est la seconde vague ? Et comme il faut énormément de temps, plusieurs mois, pour que cela arrive dans les indices d'inflation officiels, l'inflation immobilière est en baisse, mais elle va continuer de baisser, nous le savons. C'est imparable, imparable. En tout cas pour la composante immobilière. Mais bon, tout de même, on ne va pas éluder le sujet, la guerre commerciale, ok, très bien, on va surtout... Le risque, en fait, il est sur certains biens industriels, et surtout sur l'énergie. On ne va pas se mentir. Bien, même là, avec la politique américaine du drill, baby, drill... Je vous ai fait un fast and forex sur le sujet la semaine dernière, fait qu'au final, il peut y avoir un équilibre entre l'augmentation de la production US et des pressions haussières liées à la guerre commerciale, mais la production américaine étant tellement en hausse que ça s'équilibre. Et donc pas de seconde vague d'inflation énergétique. Après, restent effectivement tous les biens industriels. Et à la fin, donc des biens de consommation pour le particulier, l'automobile par exemple. Effectivement, en cas de guerre commerciale à outrance, il pourrait y avoir, dans un premier temps, une augmentation des prix. Et oui, effectivement, l'inflation automobile constitue une part importante de l'inflation. Mais pas suffisante à elle seule pour créer une seconde vague. Donc, je vais reprendre tout ça en détail. Alors, je choisis volontairement un titre. La guerre commerciale ne relancera pas à la hausse l'inflation. J'aurais pu être plus modéré, en expliquant, en utilisant le titre, la guerre commerciale, il est peu probable que cela relance l'inflation US. Ou il est improbable qu'une seconde vague d'inflation ait lieu. Car rien n'est sûr. Mais donc tout de même, première partie, donc effectivement ça me paraît improbable que la guerre commerciale, pour plusieurs raisons que je vais détailler, crée une seconde vague d'inflation. Deuxième partie, tous mes indicateurs avancés de l'inflation me disent que ça, à partir de février, et nous y sommes, ça va baisser. Cette semaine, vous avez le CPI et le PPI, à la fin du mois le PCE, et ce sera encore mieux en mars et encore mieux en avril. Mais les taux d'inflation, oui, je sais, nous ne sommes pas à la cible des 2%. À une époque, je pensais qu'on l'atteignait plus rapidement, mais la tendance est quand même à la baisse. Et là, vous allez voir, ça va reprendre. Mais on n'est pas encore à 2%. Troisième partie, S&P 500, Magnificent Seven et guerre commerciale. Les Magnificent Seven, qui font l'essentiel de la croissance des bénéfices futurs du S&P 500, passé aussi, mais futurs aussi. Les Magnificent Seven, particulièrement, sont-ils en risque? Alors, il est vrai, ils ont tendance à sous-performer le S&P 500 depuis quelques semaines. Point technique, donc, et fondamental sur ces Magnificent Seven, la guerre commerciale, et le S&P 500, c'est parti. La guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux ne va pas booster l'inflation américaine à la hausse. En tout cas, cela est fort peu probable pour un certain nombre d'arguments. Je vais donc vous présenter dans cette présentation en 3 parties. La première partie, l'impact de la guerre commerciale sur l'inflation, l'impact potentiel haussier sera au pire très faible. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de force, de rappel à la baisse. Et à partir du mois de février, eh bien, le taux d'inflation US devrait reprendre la direction du sud. Cela va commencer doucement à partir de février et cela va s'accélérer à partir de mars et à partir du mois d'avril, là aussi, pour un certain nombre de raisons. Et cela, eh bien, ce sont les enseignements communs de quasiment l'ensemble des indicateurs avancés d'inflation que j'utilise.
S&P 500, TradeWar, analyse technique du S&P 500, où en sont les GAFAM qui ont publié leurs résultats, alors qu'ils sous-performent le S&P 500 depuis quelques semaines. Voilà le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Sans plus attendre, nous attaquons la première partie. La guerre commerciale ne va pas déclencher une seconde vague d'inflation. Alors attention, je précise, je dis bien une seconde vague d'inflation. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde vague d'inflation? Une seconde vague d'inflation, c'est ça. Au pire, l'inflation va rester stable. Et vous allez voir que, un certain nombre, même de nombreux indicateurs avancés, laissent plutôt envisager une baisse de l'inflation ces prochains mois. Mais voilà, pour bien clarifier les choses, lorsque je dis que la guerre commerciale ne va pas déclencher une seconde vague d'inflation, c'est ça une seconde vague d'inflation. C'est ce que nous avions eu dans le sillage de la crise sanitaire, la vague inflationniste post-réouverture des économies, pour des raisons d'ailleurs structurelles. Depuis d'ailleurs, le taux d'inflation, ici vous avez sous les yeux le taux de croissance annuel du PCE nominal aux États-Unis, est en tendance baissière. Mais revenons à nos moutons. Donc oui, j'estime, c'est mon humble avis, et seulement mon humble avis, que la guerre commerciale ne créera pas une seconde vague d'inflation. Alors c'est la grande peur du moment, c'est le nouveau thème d'inquiétude fondamentale. Moi j'estime que cela, alors oui, c'est bien sûr justifié, c'est une inquiétude fondamentale, en particulier pour les marges des entreprises, mais pour notre sujet à nous, qui est central. Parce que si la désinflation reprend, derrière, c'est la Réserve fédérale des États-Unis qui est en possibilité de reprendre ses baisses de taux d'intérêt, et derrière, c'est un soutien au marché actions. Alors, pour moi, cette peur n'est pas justifiée. Alors, la guerre commerciale, bon, je ne vous apprends rien, c'est concrètement la relation commerciale que l'administration Trump souhaite repenser, vous avez vu, comme j'utilise des mots politiquement corrects, avec ses principaux partenaires commerciaux, la Chine, le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir quand même ces quelques données en tête. Vous avez ici le poids de chaque grande zone économique dans le commerce extérieur des États-Unis. Et oui, donc cela peut paraître surprenant, mais je pense que pour beaucoup, si vous posez la question à vos proches, par exemple, et que vous leur demandez quel est le premier partenaire commercial des États-Unis, beaucoup vont mettre en avant la Chine. Alors oui, effectivement, en termes de pays, la Chine va dépasser le poids de l'Union européenne, c'est 27 États, mais en termes de bloc économique, si vous voulez intégrer, en termes de bloc économique intégré, ça reste quand même donc l'Union européenne. Donc les États-Unis veulent repenser. En fait, les États-Unis cherchent tout simplement à réduire leur déficit commercial avec l'Union européenne, le Mexique, le Canada et la Chine. Quand je dis les États-Unis, je parle de Donald Trump et de sa nouvelle administration. Donc déjà, premièrement, avant de vous montrer des indicateurs avancés, sur ce premier slide, je vais vous montrer aucun indicateur avancé. Alors comment je vais faire? Je vais partir de la base où j'estime que, déjà en l'état, si vraiment il y a guerre commerciale, eh bien qu'il est peu probable qu'il y ait une seconde vague d'inflation. Et vous allez voir que je vais utiliser des arguments somme toute simples. Premier argument, et j'en ferai le suivi comme d'habitude, chaque lundi dans le Top Gun, c'est le principe de mes deux émissions sur Swissquote, Top Gun le lundi et Fast and Forex le mercredi. Premier argument, bête et méchant, tout le monde peut le trouver, eh bien il y a déjà eu une guerre commerciale, les enseignements du passé, et une guerre commerciale qui fut agressive, notamment entre les États-Unis et la Chine, beaucoup plus que ce qu'elle est maintenant, en tout cas dans sa phase initiale, entre 2017 et 2020, et l'impact haussier sur l'inflation avait été extrêmement limité, et même au final, lorsque vous prenez du recul de la tendance globale entre le premier mois du premier mandat de Trump et la fin du mandat de Trump, la tendance baissière du taux d'inflation, vous avez sous les yeux le taux d'inflation annuel de l'indice d'inflation PCE, qui est l'indice favori de la Fed, eh bien, la tendance a été baissière. Alors, ne me dites pas que c'est la crise sanitaire est arrivée ici. Et la tendance était déjà baissière, bien avant la crise sanitaire. Donc, déjà, le fait de dire, est-ce que la guerre commerciale s'est traduite par une vague inflationniste lors du premier mandat de Trump? La réponse est déjà non. Bête et méchant, la réponse est non. Alors ensuite, deuxièmement, tout le monde a compris que l'objectif de Donald Trump n'est pas de créer un affrontement commercial permanent, et encore moins de créer une augmentation des biens à la consommation pour les citoyens américains. D'ailleurs, ça a toujours été dans son programme, il veut des prix plus bas, des taux d'intérêt plus bas.
Son objectif est d'arriver à un accord commercial qui, bien sûr, soit favorable aux États-Unis. C'est d'ailleurs pourquoi, avec le Canada et le Mexique, eh bien, nous sommes là dans un report des droits de douane. Donc la guerre commerciale entre dans une phase de négociation. Ça peut reprendre, mais en tout cas, c'est la logique recherchée. Enfin, troisième point important, la guerre commerciale. Qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne ce que les États-Unis importent de l'étranger. Par rapport avec ses principaux partenaires commerciaux, les États-Unis importent des biens industriels et des matières premières. Et chers amis, n'oubliez pas une chose, dans le calcul des taux d'inflation, je vous ai remis ici les composantes des deux grandes mesures de l'inflation aux États-Unis, l'inflation selon le CPI et l'inflation selon le PCE, sachant que la Fed, elle regarde essentiellement le PCE, eh bien, les services pèsent 65% du calcul des taux d'inflation. Et dans la guerre commerciale, jamais les services ne sont directement concernés. Alors, ils peuvent être concernés de manière indirecte, c'est un fait, mais jamais ils ne peuvent être, ils sont concernés de manière directe. Et encore une chose, d'autres exemples. Prenez le CPI. Cette semaine, ce mercredi, vous avez la mise à jour de l'inflation CPI. Avec, donc, d'ailleurs, sur la dernière mise à jour, la version Core qui avait repris la direction du Sud à 3,2%. Cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Je pense que le chiffre sera neutre, peut-être éventuellement en baisse. J'attends vraiment du bon, moi, sur le PCE de fin février et sur les deux à partir du mois de mars. Mais tout de même, la guerre commerciale. Regardez la composition du CPI. Il y a 40% d'immobilier. L'immobilier n'est absolument pas concerné par la guerre commerciale. De près ou de loin, l'immobilier n'est absolument pas concerné par la guerre commerciale. Donc déjà, c'est juste mathématique. À un moment ou à un autre, si vous avez une composante qui pèse une partie dominante de l'inflation et qu'elle est hors jeu dans la guerre commerciale, où est le risque de vague inflationniste? Et en plus, vous allez voir que pour l'immobilier, dans ma partie indicateur avancé, je suis quasi certain que l'inflation immobilière va s'effondrer ces prochains mois. C'est tout simplement ce que disent les données temps réel. Vous savez, je vous l'ai dit en introduction, que le taux d'inflation des nouveaux loyers est déjà négatif. Mais jouons le jeu. Guerre commerciale, jouons le jeu. Effectivement, il y a un risque sur, on prend l'exemple du Canada, sur le taux d'inflation du pétrole à la pompe pour le consommateur. Effectivement, les 23% des raffineries américaines travaillent avec le pétrole canadien. Ça, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai enregistré la semaine dernière. Donc, il y a un sujet. Si la guerre commerciale devient atroce entre le Canada et les États-Unis, il y a un sujet. Mais oui, mais là aussi, n'oubliez pas, le décret qu'a signé Donald Trump, Drill, Baby Drill, pour augmenter de 3 millions de barils par jour la production américaine, et pour atteindre 28 millions de barils jour, je vous ai remis ici les données qui me viennent du rapport mensuel de l'OPEP. La production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Actuellement, les États-Unis sont à 22 millions de barils jour et ils veulent atteindre 28 millions de barils jour. C'est une augmentation énorme, une offre archi-abondante qui va mettre la pression à la baisse sur le prix du pétrole et qui ne peut que équilibrer une éventuelle guerre commerciale sur l'énergie entre le Canada et les États-Unis. Donc même en jouant le jeu de la guerre commerciale, sur des composantes qui sont concernées, il y a des facteurs qui, tout de suite, jouent à la baisse. Et puis, cette inflation, ok, effectivement, il y a un risque sur l'inflation alimentaire, il y a un risque sur l'inflation de l'énergie. Mais tout ça, c'est l'inflation nominale. Et attention, la Réserve fédérale des États-Unis regarde l'inflation sous-jacente, l'inflation core, l'inflation sous-jacente qui, elle, continue de prendre la direction du Sud. L'inflation sous-jacente, selon le PCE, qui d'ailleurs, selon les indicateurs avancés, devrait vraiment baisser ces prochains mois, l'inflation sous-jacente n'est pas concernée par l'inflation de l'énergie. Donc ça, ce sont déjà une première série d'arguments. Ensuite, deuxièmement, tous mes indicateurs avancés, en tout cas une grande partie, et là je vais revenir brièvement puisque c'est le sujet que j'ai traité il y a 3 semaines, et il faut forcément en remettre une couche parce que vous avez cette semaine la mise à jour du CPI. La Fed nous a dit, fin décembre, que l'inflation sous-jacente, cette année, ne baisserait pas sous 2,5%. Elle est actuellement à 2,8%.
Et la Fed a fait preuve de pessimisme en décembre en nous disant on ne passera pas sous les 2,5. La chose, c'est qu'actuellement, de nombreux indicateurs avancés nous disent que dès le mois de mars, cette inflation sous-jacente pourrait basculer sous 2,5. Et donc, actuellement, vous avez des anticipations de baisse de taux de la Réserve fédérale des États-Unis, de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux qui ne voient pas de baisse de taux avant le mois de juin. Mais vous allez voir que si en février-mars, les chiffres d'inflation sont favorables, il est très possible que la première baisse de taux intervienne à partir du 7 mai. Et dans ces cas-là, effectivement, ce sera plutôt un facteur de soutien au marché actions et même aussi d'ailleurs au marché obligataire. Mais donc oui, de nombreux indicateurs avancés d'inflation, et tout ça bien sûr en connaissance de cause. Et lorsque je dis en connaissance de cause, c'est tout d'abord déjà, il faut connaître la composition, dire tout est basé là-dessus. Avant de parler d'une seconde vague d'inflation, il faut connaître le poids respectif de chacune des composantes. Et quand vous voyez déjà le poids écrasant de l'immobilier, mais aussi de la santé, l'immobilier et la santé qui ne sont pas du tout concernés par la guerre commerciale, l'immobilier et la santé qui ne sont pas du tout concernés par la guerre commerciale et qui pèsent la moitié du calcul du taux d'inflation, et pour lesquels tous les indicateurs avancés nous disent que ça va aller au sud, vous comprenez bien que je ne peux pas défendre des articles qui disent guerre commerciale égale seconde vague d'inflation. En tout cas, cela me paraît être erroné. Mais bon, je me trompe aussi, hein, donc tout le monde peut se tromper, ils auront peut-être raison et moi tort. Nous ferons le point dans quelques mois. Alors, je ne reprends pas tous mes indicateurs avancés d'inflation, mais depuis certains ont évolué et je voulais vraiment revenir sur quelque chose. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'effet de base. Et je pense avoir raison, vous allez voir pourquoi. Je vous avais expliqué que si fin 2024, il y avait une surchauffe de l'inflation, c'est parce que l'inflation avait eu un taux de croissance mensuel négatif fin 2023. Et donc la base de départ était en baisse, ça faisait mécaniquement monter le taux d'inflation. Mais je vous avais expliqué qu'à partir de janvier, février et mars 2024, la base de départ augmentant, mécaniquement, le taux d'inflation qu'on calcule en janvier, février, mars 2025 va baisser. Eh bien, regardez Trueflation. Regardez depuis qu'on est passé en février, 1er février, l'effondrement de Trueflation. Ça, c'est l'illustration uniquement de cet effet de base favorable dont je vous parle depuis longtemps. Et d'ailleurs, si vous prenez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis, qu'est-ce qu'elle nous dit pour l'inflation de février? Attention, l'inflation de février est publiée en mars, donc soyez patients. L'inflation de février est publiée en mars. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, regardez ça. Effondrement du corps PCE et du PCE à 2,49 et 2,21. Et 2,49 et 2,21, c'est en dessous de 2,5. C'est le seuil sous lequel la Fed peut reprendre ses baisses de taux. Alors me direz-vous, 2,49, c'est pas vraiment beaucoup. Oui, je vous l'accorde. Mais tout de même, on n'est pas dans une seconde vague d'inflation, on est plutôt là sur une baisse de l'inflation. Et d'ailleurs, en grande partie parce que tous les indicateurs de l'inflation immobilière, l'inflation de l'immobilier, regardez, l'inflation des nouveaux loyers est négative. La vraie inflation immobilière est à 3,40. Dans le passé, la vraie inflation immobilière était quasiment égale à l'inflation officielle. Donc nous savons que cette inflation officielle, qui est 2 points de pourcentage encore au-dessus, le temps que ces données temps réels arrivent, parce qu'il y a du lag dans l'inflation officielle, les courbes vont baisser. Et je vous ai montré tout à l'heure le poids dominant dans le CPI et le PCE de l'inflation immobilière. Alors oui, il y a un sujet sur les matières premières, il y a un sujet sur l'énergie, il y a un sujet sur les biens industriels, et je l'admets qu'en cas de guerre commerciale ouverte, sans contrôle, sans accord, ça va être compliqué. Mais si la stratégie de l'administration Trump est d'arriver à des accords commerciaux avec le Canada, avec le Mexique, avec l'Union européenne, avec la Chine, si cette stratégie est celle que suit vraiment l'administration Trump, eh bien cela devrait amortir le risque de la hausse de certaines composantes du calcul des taux d'inflation. Mais ça, bien sûr, eh bien, nous sommes en période de négociation et nous n'avons pas encore les éléments. Dernière partie, le S&P 500 est-il menacé donc par cette guerre commerciale alors que les actions des Magnificent Seven sont en sous-performance? Pour quelle raison? Qu'en est-il? Quel est le message de l'analyse technique? Alors tout d'abord, je souhaite vous partager 3 graphiques qui viennent de Bloomberg, qui sont intéressants concernant justement
ce lien entre les fameux Magnificent Seven. Alors au passage, les stars de la tech US sont en train de se battre quant à savoir qui proposera le plan d'investissement dans l'intelligence artificielle le plus élevé, avec Amazon qui nous sort une enveloppe de 100 milliards. Bon, nous sommes clairement ici dans une réaction face à DeepSeek, mais aussi le risque donc que fait peser la guerre commerciale. Vous avez ce premier graphique qui nous vient de Bloomberg et qui fait la comparaison entre l'exposition de différents compartiments du marché action américain dans le commerce international. Donc les small et mid cap US forcément ont un business essentiellement ancré aux États-Unis, et en réalité plus vous augmentez en matière de capitalisation boursière, et pour en arriver au Magnificent Seven, où 50% de leur chiffre d'affaires vient de l'international. Donc clairement, la guerre commerciale, l'impact sur la croissance économique mondiale, les GAFAM sont directement concernés. Et d'ailleurs, ce risque vis-à-vis de la croissance économique mondiale se retrouve dans un comportement assez inédit que nous observons depuis quelques semaines, à savoir donc une sous-performance des Magnificent Seven vis-à-vis du S&P 500, la courbe en noir. Alors le principe est de construire un ratio, un numérateur sur un dénominateur. Au numérateur, vous avez donc la moyenne des Magnificent Seven, et donc au dénominateur le S&P 500. Effectivement, la courbe a tendance donc à reculer légèrement ces dernières semaines. Une phase de sous-performance, mais en réalité, on réalise que ces phases de sous-performance ne durent pas, et qu'en général, derrière, reprend donc la surperformance des GAFAM, et bien sûr, cela est en lien avec des perspectives de bénéfices légèrement revues en baisse. Donc, il y a effectivement un lien majeur des Magnificent Seven avec ce sujet de la guerre commerciale. Et concernant le S&P 500, vous devez bien avoir à l'esprit que ces stars de la tech US, en fait, pèsent l'essentiel du calcul du S&P 500. Vous êtes ici donc sur ce site qui vous propose, et c'est actualisé, le poids donc des différents secteurs dans le calcul du S&P 500. Les Magnificent Seven sont répartis au sein de deux secteurs, le secteur Information Technology et le secteur Communication Services. Et lorsque vous faites l'addition de Communication Services 10% avec Information Technology, vous constatez que ces stars de la tech US représentent donc 40% du calcul mathématique du S&P 500. Donc c'est vraiment un sujet, c'est un sujet majeur, d'autant plus que le momentum, alors croissance reste positive, hein, des profits des entreprises, des stars du secteur de la technologie aux États-Unis, mais le taux de croissance tend à diminuer. D'où d'ailleurs les investissements massifs annoncés par Google, annoncés par Microsoft, annoncés par Meta, etc. Dans l'intelligence artificielle, ça reste la thématique dominante et bien sûr la concurrence technologique majeure avec la Chine. Alors, guerre commerciale et S&P 500, y a-t-il eu au stade actuel, alors que nous en sommes qu'aux prémices de cet affrontement commercial entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux, y a-t-il eu un impact sur le S&P 500 ? Eh bien écoutez, quand j'enregistre cette vidéo, la réponse est non. Je vous refais donc mon tour d'horizon habituel, et ce que je vous ai dit la semaine dernière, la tendance haussière de fond n'a absolument pas été bouleversée, même par le décrochage qu'il y avait eu il y a une semaine, le lundi. Alors, je reprends mon tour d'horizon avec tous les horizons de temps. Vous avez en haut à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du contrat futur S&P 500. En bas à gauche, un graphique qui expose les bougies hebdomadaires, les bougies japonaises hebdomadaires du contrat futur S&P 500. Et à droite, les bougies japonaises en données journalières du contrat futur S&P 500. En données mensuelles, toujours RAS, moi j'anticipe un haut de cycle en 2025. Et lorsque j'aurai une divergence baissière prix-momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI, eh bien j'appellerai un haut de cycle. Ce haut de cycle sera, selon moi, encore une fois, à mon humble avis, en seconde partie d'année 2025. Et donc pour le moment, eh bien, nous n'avons pas le type de divergence qui a pu souligner soit une correction, soit un gros range. Et donc il n'y a pas sur cet horizon de temps de signal de fin de cycle. Alors en données hebdomadaires, le marché est en ralentissement. Le temps d'épurer cette divergence est-elle bientôt épurée? C'est possible. Déjà, elle n'a pas eu lieu en zone de surachat, elle est en zone intermédiaire.
Moi, je vous repropose toujours mon décompte idiotiste que je suis avec vous depuis en fait cette période-là, dès lors que la vague 2 a été terminée. J'estime que nous sommes dans la grande vague 5, celle qui cette année nous mènera à 6500 points. C'est là où je vois en fait un top majeur pour le S&P 500. Et donc, je n'ai pas changé d'avis. Cette vague 5, comme dans toutes les vagues héliotistes, se structure en 5 vagues impulsives, à l'intérieur de laquelle, alors je vous propose un décompte, pas obligé d'être d'accord, une vague 1, une vague 2, une vague 3, et nous serions là donc dans la vague 4. Alors, l'hypothèse 1, c'est la vague 4 est terminée. L'hypothèse numéro 1, la vague 4 est déjà terminée, nous sommes déjà dans la vague 5. Ça tient la route tant qu'on tient les 6000 points, ça tient la route tant qu'on tient le nuage du système Ichimoku, ou peut-être qu'en fait, nous sommes encore dans la construction d'une vague 4, une vague 4 qui pourrait prendre la forme d'un regular flat en A, B, C, et le signal serait donné donc par la cassure du nuage d'Eli, puisqu'à chaque fois que le marché bascule sous le nuage d'Eli, et que la lagging span traverse aussi, on voit que la correction est plus profonde. Donc ça, en fait, c'est l'incertitude que j'ai sur le S&P 500 depuis quelques semaines. Est-ce que cette vague 4 est terminée? Ce que nous pouvons dire, c'est que pour le moment, eh bien, sans cassure de support, sans cassure franche des 6000 points, sans cassure du Kumo journalier du système Ichimoku, en fait, sans cassure de ce niveau-là, eh bien, on peut partir de l'hypothèse que cette vague 4 est terminée. Il est vrai que quand le marché a proposé ici cette correction, je m'attendais à un retest de la moyenne mobile à 200 jours et du gap, ça n'a pas eu lieu. C'est peut-être effectivement ce qui manque pour repartir. Bon, à suivre. En tout cas, au stade actuel, la tendance haussière de fond n'est pas menacée. Et d'ailleurs, les toutes dernières données de l'Association américaine des investisseurs particuliers montrent que le réservoir des vendeurs s'est archi rempli. Et ça, d'un point de vue de l'analyse contrarienne, c'est plutôt un facteur bullish. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Top Gun. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine.